comme une maladie qui se transmet de génération en génération. Elle est un fait très répandu dans les administrations modernes des pays non démocratiques et ceux démocratiques, malgré des mesures mises en place pour l'enrayer. Le pire de tout cela, elle constitue un obstacle majeur à l'éradication de la pauvreté, car elle touche le plus durement les pauvres ainsi que les personnes et groupes les plus vulnérables dans n'importe quel pays du monde entier. Autrement dit, elle exacerbe les inégalités et touche de manière disproportionnée les femmes, les filles et les personnes handicapées des deux sexes. Qui plus est, la corruption comme phénomène de déstabilisation sociale soutient l'existence de la criminalité organisée et a une incidence négative sur la sécurité et la stabilité à tous les niveaux. Les effets de cette pratique sont multidimensionnels, à un point tel qu'aucun pays qui se dit démocratique et qui aspire à des lendemains meilleurs pour son peuple ne peut se permettre de ne pas s'attaquer à cette action malencontreuse. Les femmes, comme catégorie socio-économique, représentent plus de la moitié de la population haïtienne, soit 50,4% selon les dernières statistiques. Elles sont entre autres les plus victimes du phénomène de la corruption, même si dans la classification sociale, beaucoup de femmes, bien qu'elles possèdent des ressources suffisantes pour vivre une vie meilleure, elles partagent en effet beaucoup d'intérêts et d'oppression parce qu'elles sont comme une construction sociale. Car, dit-on, on ne naît pas femme, on le devient, a écrit Simone de Beauvoir. Généralement, les efforts de lutte contre la corruption ne tiennent pas toujours compte de son impact spécifique sur les femmes, ne sachant pas que les femmes ont des besoins liés à leur sexe. En effet, qu'il s'agisse d'accéder à des services de base, par exemple santé, éducation, d'avoir recours aux différents services de l'État, police, justice, administration centrale ou locale, ou d'avoir recours au secteur privé, essayer d'obtenir, par exemple, un crédit, un emploi, etc., les femmes se heurtent souvent à des demandes de contrepartie de diverses natures, notamment de nature sexuelle. L'ignorance de leurs droits, la méfiance envers le système judiciaire, la peur de la stigmatisation et des représailles, la protection inadéquate des dénonciateurs et l'absence de mécanismes de déclaration sûrs qui prennent en compte les diverses formes spécifiques de corruption dont les femmes sont victimes. Mesdames, Messieurs, la corruption n'a pas toujours rapport au détournement financier, comme certains le pensent. Permettez-moi de revenir sur une définition classique de la thématique.
La corruption est la perversion ou le détournement d'un processus ou d'une interaction avec une ou plusieurs personnes dans le dessein pour le corrupteur d'obtenir des avantages ou des prérogatives particulières ou pour le corrompu d'obtenir une rétribution en échange de sa complaisance. Partant de cette définition, on peut affirmer que la corruption peut être basée sur un échange entre les sexes et quelque chose d'autre. D'où vient du terme corruption sexuelle. Ainsi, il y a corruption sexuelle lorsqu'un droit ou un document en principe gratuit sont conditionnés par l'octroi d'une faveur sexuelle. Toute personne, quel que soit son sexe, peut être victime de telles pratiques, mais il est beaucoup plus fréquent que les victimes soient des femmes. En droite ligne avec la politique du gouvernement de la République, l'unité de lutte contre la corruption lance aujourd'hui un débat crucial et osé sur la corruption sexuelle. En vertu des principes de genre, des politiques de genre amorcées, il s'avère donc opportun et même urgent de poser le problème épineux et souvent contourné de la sollicitation des actes sexuels comme monnaie d'échange à un service public afin d'aboutir à un encadrement juridique proportionnel à caractère pénal. Cette démarche entreprise s'accorde avec les dispositions de l'article 7 du décret du 8 septembre 2004 qui confère à l'unité de lutte contre la corruption cette compétence pré-législative, en ce sens qu'elle se doit de rechercher dans la législation, dans les règlements, les procédures et les pratiques administratives les facteurs de corruption afin de recommander des réformes visant à les éliminer. Pour lutter efficacement contre le fléau de la corruption, il est nécessaire d'adopter une approche pluridimensionnelle pour une meilleure assimilation de la problématique et enfin pour doter l'État d'instruments juridiques qui visent en l'espèce à anticiper toute forme dissimulée de corruption et les incriminer dans l'intérêt de la société. Dans ce champ, la lutte contre la corruption doit prendre en compte la transversalité des questions de genre. S'il est évident que les femmes sont exposées à la corruption au même titre que les hommes, il est tout aussi vrai qu'elles sont souvent victimes d'un type particulier de corruption lié au genre qui est appelé la sextorsion. Ce concept popularisé par l'Association internationale des femmes juges désigne tout abus d'autorité visant à extorquer des faveurs sexuelles. Carnegie le traduit comme toute forme de corruption dans laquelle le sexe, plutôt que l'argent, est la monnaie d'échange du pot de vin. Donc, au cœur de cette corruption typique se trouvent des faveurs sexuelles et non de l'argent. La compréhension dégagée aide à voir qu'il ne s'agit pas seulement de violences sexistes ou d'harcèlement. Il comprend en priorité un élément de corruption, c'est-à-dire un abus de pouvoir à des fins de profit personnel. Cette préoccupation majeure que le gouvernement de la République, par le biais de la principale institution de prévention et de répression de toute forme de corruption, se donne pour objectif de contenir, à travers une définition appropriée, adaptée à nos réalités et un consensus social issu des débats du jour et d'autres à venir,
dépasse les frontières et se veut une tendance mondiale qui constate les abus de pouvoir dont sont victimes les femmes et aussi les filles, sous la forme d'une obligation à accorder des faveurs sexuelles. La sextorsion a un lourd impact psychologique et social sur cette catégorie déjà vulnérable, qui, murés dans leur silence, généralement contraints, sont en proie à toutes sortes de stigmatisations sociales. Les conséquences à long terme peuvent être dévastatrices et irréparables. C'est donc la responsabilité de l'État de fournir des cadres juridiques adéquats pour protéger les victimes et sanctionner avec la force de la loi les prédateurs corrompus. En organisant cet atelier de consultation autour de l'incrimination de la sextorsion comme un acte de corruption qui donnera la parole à cette assistance plurielle, inclusive et représentative des tendances diverses de la société haïtienne, l'État haïtien entend premièrement briser le silence et cette réticence et affirmer de manière ostensible une tolérance zéro concernant ces types de perversité et de subversivité. La seconde étape sera de mettre disponible un mécanisme institutionnel avec des espaces sûrs et garantis pour permettre aux victimes de s'exprimer dans la confiance et de dénoncer les délits de sextorsion sans aucune crainte de représailles de toutes sortes. L'initiative est certainement osée dans une société où la tolérance doit continuer à se faire accepter et où l'égalité des sexes, quoique consacrée théoriquement, a encore du chemin à parcourir. Toutefois, l'unité de lutte contre la corruption croit que l'organisation préalable de ce débat, qui est d'abord conceptuel sur les différentes approches utilisées pour décrire la pratique de la corruption sexuelle, aboutira à une œuvre commune à dimension nationale qui tiendra compte de l'aspect genré de la corruption et de ses effets néfastes sur l'avenir. Cette société d'aujourd'hui doit être conscientisée sur la potentialité de ce problème en Haïti et s'adapter aux nouvelles avancées mondiales qui refusent que les faveurs sexuelles soient considérées comme la monnaie de la corruption. Cet atelier de consultation autour de ce problème qui, comme un cancer, tue lentement nos jeunes femmes, doit être vu aussi comme un plaidoyer en faveur de la dignité humaine.